L'Ukraine et les États-Unis ont négocié un cessez-le-feu de 30 jours pour la guerre en Ukraine. Mais il y a un hic. Lorsque le président russe Vladimir Poutine a répondu le 13 mars, il n'a pas dit oui. Et en fait, sa réponse soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Malheureusement, un cessez-le-feu est la dernière chose qu'il souhaite actuellement. La Russie veut maintenir la guerre en Ukraine, aussi longtemps que possible jusqu'à ce qu'elle puisse obtenir ce que Poutine veut vraiment. Un contrôle total sur l'Ukraine. Nous allons analyser la proposition de cessez-le-feu, les enjeux pour toutes les parties, et les stratégies sous-jacentes derrière ces mouvements. Restez avec nous. Le 11 mars, des représentants de l'administration Trump ont rencontré des diplomates ukrainiens en Arabie Saoudite. La réunion était presque identique à celle que son équipe a tenue en février en Russie, au même endroit, sans aucun délégué ukrainien. Cette fois, aucun délégué russe n'a été convié. La réunion du 11 mars a été très productive. Les États-Unis. Et l'Ukraine avait fusionné avec un accord de cessez-le-feu en main, les pays publiant une déclaration conjointe pour définir les termes de ce plan. Le cessez-le-feu durerait 30 jours, selon cette déclaration, et impliquerait que les deux parties déposent les armes sur toute la ligne de front de la guerre en Ukraine. Cela implique davantage de combats au terrestre, d'attaques navales et de frappes par missiles, drones ou avions des deux côtés. De plus, la déclaration conjointe a réclamé un cessez-le-feu immédiat, selon certains, dont la British Broadcasting Corporation. Cette hâte vers une paix provisoire pourrait avantager davantage la Russie que l'Ukraine. La pression serait réduite pour les forces de Poutine et les soldats ukrainiens en difficulté. Encore mieux pour l'Ukraine, c'était l'annonce que les États-Unis allaient lever leur suspension sur l'aide militaire et le partage de renseignements. Les deux avaient été interrompus par Trump, à la suite de sa rencontre désastreuse avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, le 28 février. L'annulation de cette décision a été une grande victoire pour l'Ukraine, car elle a jamais assuré que jusqu'à 2 milliards par mois d'aide américaine ont recommencé à affluer dans le pays. La déclaration mentionnait également l'accord sur les minéraux en cours de négociation entre l'Ukraine et les États-Unis. L'Ukraine abrite 22 des 34 minéraux rares que l'Union européenne, ou Union européenne classe, comme critique. Les États-Unis veulent mettre la main sur ces minéraux, à la fois pour réduire leur dépendance envers la Chine en tant que fournisseur de ces matériaux de terres rares et pour profiter des réserves inexploitées qui se trouvent en Ukraine. L'accord de cessez-le-feu ne mentionne pas ce qui se passe avec le territoire que la Russie et l'Ukraine occupent. Actuellement, la Russie occupe environ 20% du territoire ukrainien, alors que l'influence de Zelensky en Russie est bien moindre. Bien que ses forces aient réussi à contre-invader l'oblast russe de Kirsk en août 2024, Poutine se bat depuis pour le récupérer, récupérant finalement une grande partie du territoire perdu. Il n'a également été fait aucune mention des garanties de sécurité américaines pour l'Ukraine, en cas de négociation d'un plan de paix. Encore une fois, c'est bon pour la Russie. Cependant, les États-Unis semblaient sous-entendre que la présence de ces civils en Ukraine dans le cadre d'un accord sur les minéraux serait toutes les garanties dont l'Ukraine aurait besoin. Il reste à voir si la Russie oserait attaquer l'Ukraine alors que des civils américains travaillent dans le pays. Ce que nous savons, c'est que l'accord de cessez-le-feu de 30 jours offrait des avantages clairs à l'Ukraine, tout en laissant la porte ouverte à la Russie pour négocier. L'idée semble être de provoquer une réaction de Poutine en mettant la balle dans son camp. Voici les termes définis pour un cessez-le-feu. À votre tour de répondre maintenant. Et la Russie a répondu. Au début, la Russie a évité de donner une réponse claire par oui ou par non. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, et Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, ont évité de répondre à la question. Selon cette dernière, la formation de la position de la Russie se tiendra à l'intérieur du pays. Quant à Peskov, il a dit aux journalistes que la Russie ne s'avancerait pas trop vite, car elle se familiarisait encore avec une déclaration conjointe publiée par les États-Unis et l'Ukraine. La Russie semblait peu familière avec cette déclaration. Lors d'une conférence de presse, le 13 mars, Poutine a déclaré qu'il était en principe d'accord avec un cessez-le-feu avec l'Ukraine. Cependant, Poutine a également affirmé qu'il y avait de nombreuses questions qui devaient être répondues avant qu'un tel cessez-le-feu puisse être signé. Un cessez-le-feu devrait conduire à une paix durable et éliminer les causes profondes de cette crise. Lors d'une conférence de presse, Poutine a affirmé être favorable avec des nuances. Et ce sont ces prétendues nuances qui révèlent les véritables intentions de Poutine. Malgré ses déclarations en faveur de la trêve négociée par les États-Unis et l'Ukraine, le dirigeant russe n'a aucune intention d'accepter un cessez-le-feu. Pour les observateurs extérieurs, les causes profondes de la guerre en Ukraine semblent simples.
Poutine a envahi l'Ukraine parce qu'il voulait contrôler le pays. C'est vrai, mais comme le dit Poutine, cette affirmation omet également la nuance. Pour Poutine, l'invasion de la Russie n'était pas du tout une invasion. C'est pourquoi il l'a qualifiée d'opération militaire spéciale. Au lieu de cela, ses actions étaient motivées par un fait simple. Poutine ne croit pas que l'Ukraine devrait même exister en tant qu'État souverain. Elle ne devrait pas exister comme un État indépendant de l'influence russe. Selon Poutine, l'envoi de soldats en Ukraine visait à reprendre un territoire ayant toujours appartenu à la Russie. Poutine a exprimé cette position à maintes reprises durant la guerre en Ukraine. Par exemple, en novembre 2023, il s'est adressé à la Chambre publique de la Russie. Au cours de son discours, Poutine a déclaré qu'il n'y avait pas d'Ukraine dans l'Empire russe. Il a ensuite réitéré bon nombre de ce que le Conseil de l'Atlantique a causé les distorsions historiques, qu'il a utilisées pour justifier son invasion de l'Ukraine en premier lieu. Ces distorsions comprennent de fausses affirmations, selon lesquelles l'Ukraine a été créée artificiellement par Vladimir Lénine et la première Union soviétique aux dépens des terres du sud de la Russie. Selon le Conseil de l'Atlantique, ces arguments n'étaient pas nouveaux. Il souligne que le président de la Russie a publié un essai de 6000 mots en juillet 2021, où il soutenait que l'Ukraine était un État artificiel. Poutine a également déclaré dans cet essai que les Russes et les Ukrainiens étaient un seul peuple. Même aussi récemment qu'en novembre 2024, les dirigeants européens racontaient également des histoires sur la façon dont Poutine voit l'Ukraine. L'ancien commissaire de la Union européenne, José Manuel Barroso par exemple, dit qu'il a eu 25 rencontres avec Poutine pendant son mandat, où le dirigeant russe a exprimé à plusieurs reprises son point de vue selon lequel l'Ukraine n'existe pas en tant qu'État souverain. Poutine a même ajouté plus de détails, affirmant que le pays a été créé par la CIA et la Commission européenne, selon Barroso. Le conflit idéologique sous-jacent révèle la véritable nature du commentaire de Poutine sur la cause profonde. Le dirigeant russe pense que l'Ukraine ne devrait pas exister. Donc, quand il parle de s'occuper de la cause profonde du problème ukrainien, ce qu'il veut dire, c'est qu'un cessez-le-feu négocié entre les deux nations ne serait pas un cessez-le-feu du tout. Ce serait une capitulation. L'Ukraine devrait affronter la cause profonde de son existence, en cessant tout simplement d'exister en tant qu'entité distincte de la Russie. Poutine souhaite vraiment que l'Ukraine fasse partie de la Fédération de Russie. Que cela signifie que l'Ukraine soit directement absorbée par la Russie, ou qu'elle soit réduite à un État satellite contrôlé par la Russie, est sans importance. Il veut une version de l'Ukraine qui n'a aucune perspective d'adhésion à l'OTAN, une version qui ne peut pas renforcer ses liens avec le reste de l'Europe ou l'Occident. Pour Poutine, l'Ukraine en tant que concept doit disparaître. Un cessez-le-feu serait presque une reconnaissance par Poutine qu'il mène une guerre contre un autre État. C'est l'opposé des buts de son opération militaire spéciale. C'est une lutte interne dans l'esprit de la Russie. Toute implication d'un autre pays, en particulier les États-Unis, qui ne profite pas à son désir d'éliminer la cause profonde du problème ukrainien, sera ignorée ou déformée jusqu'à ce que Poutine obtienne ce qu'il veut. Mais cela va encore bien au-delà. Une partie de la résolution de la cause profonde du problème ukrainien impliquerait également la démilitarisation de tout le pays. Actuellement, l'Ukraine se bat contre la Russie sur fond de la plus grande accumulation militaire de l'histoire du pays. Selon Global Firepower, qui analyse chaque année la puissance de 145 nations militaires, l'Ukraine est désormais une des 20 premières puissances militaires. Son armée compte 900 000 personnels actifs, avec 100 000 autres servant dans les forces paramilitaires, et un autre 1 200 000 soldats en réserve. Elle a également bénéficié de milliards de dollars d'aide militaire de ses partenaires aux États-Unis et en Europe. Les États-Unis ont engagé plus de 120 milliards de dollars dans les efforts de guerre de l'Ukraine jusqu'à présent. L'accord de cessez-le-feu signifie également que l'aide, interrompue par le président Trump après son explosion au bureau ovale avec Zelensky en février, a repris et ne s'arrêtera probablement pas de sitôt. Et l'Europe est allée encore plus loin, fournissant collectivement plus de 140 milliards de dollars à l'Ukraine. En bref, un pays que Poutine croyait pouvoir prendre en 5 jours en février 2022 est maintenant devenu la nation militaire la plus forte à laquelle il ait jamais été confronté. Et il est furieux à ce sujet. Poutine croit que l'Occident, et surtout l'OTAN, utilise l'Ukraine comme un intermédiaire pour mener une guerre contre la Russie. Cela serait déjà assez mauvais en soi. Cependant, lorsqu'on ajoute à cela l'opinion de Poutine que l'Ukraine fait partie de la Russie, cela empire la situation pour le leader russe. Selon Poutine, l'Occident exploite l'Ukraine pour combattre la Russie. Le commentaire sur les causes profondes est donc crucial pour le cessez-le-feu de 30 jours. Poutine fixe essentiellement des conditions impossibles pour que le cessez-le-feu ait lieu.
Pour résoudre correctement ces causes profondes, l'Ukraine devrait accepter de cesser d'exister. À défaut de cela, Poutine voudrait que tout le pays se démilitarise, ce qui revient essentiellement à la même chose que de cesser d'exister. Après tout, une Ukraine démilitarisée est un pays dans lequel les forces de Poutine peuvent marcher et prendre le contrôle chaque fois qu'il en a envie. Poutine pense qu'il négocie à partir d'une position de pouvoir, ce qui signifie que le cessez-le-feu tel qu'il est actuellement ne sert pas assez ses intérêts pour qu'il envisage de le signer. Et il peut avoir raison. Vous souvenez-vous de la contre-invasion de l'Ukraine dans l'oblast de Kirk en août 2024 ? Cette attaque marque la première fois que l'Ukraine frappe la Russie sur son territoire. Elle a aussi connu un franc succès. À la fin du mois d'août 2024, l'Ukraine contrôlait environ 460 miles carrés de l'oblast, ce qui comprenait 93 établissements. Beaucoup de choses ont changé depuis août, avec l'aide de milliers de soldats nord-coréens. Poutine a mené une contre-offensive à Kirsk depuis la fin de 2024. Comme c'est le cas en Ukraine même. La stratégie de Poutine a été simple. Envoyer soldat après soldat en vagues humaines contre les fortifications de l'Ukraine pour obtenir une victoire. Et la stratégie fonctionne à Kirsk, du moins si l'on doit croire la Russie. Le 6 mars, la Russie a intensifié ses efforts pour reprendre Kirsk à la suite de la décision de l'Amérique de suspendre l'aide militaire et le partage de renseignements avec l'Ukraine. Un jour après le début de l'invasion de Poutine, les forces russes en Ashtur ont attaqué pour la première fois la région frontalière de Sumy en Ukraine. L'objectif de la Russie était de prendre du territoire à Sumy afin qu'ils puissent encercler Kirsk et attaquer les Ukrainiens dans l'oblast de tous les côtés. Avec les lignes d'approvisionnement coupées, ces forces ukrainiennes perdèrent la bataille. La Russie a capturé des établissements au nord de la Soudirja, la plus grande ville revendiquée par l'Ukraine lors de sa contre-invasion initiale. La Russie affirme avoir repris Soudirja, ne laissant que quelques poches de résistance ukrainienne sur place. Comme l'a dit lui-même Poutine, en réponse à l'accord de cessez-le-feu, si un blocus physique se produit dans les prochains jours, personne ne pourra partir du tout. Il n'y aura que deux options, se rendre ou mourir. Kirsk compte dans le contexte du cessez-le-feu, car cela donne un avantage à l'Ukraine. Si la Russie venait à la table des négociations avant de reprendre entièrement Kirsk, l'Ukraine pourrait utiliser le territoire qu'elle détient pour négocier le retour des terres que la Russie occupe en Ukraine. En ce moment, c'est beaucoup de territoire. La Russie détient environ 20% de l'Ukraine et a fait des gains limités tout au long de 2024. La Russie a revendiqué seulement 1609 miles carrés de territoire, à un coût de plus de 420 000 soldats. Cependant, les pertes n'ont pas d'importance pour Poutine. Il constate que la Russie est en position dominante. Il veut retarder les négociations de cessez-le-feu, au moins jusqu'à ce que la Russie puisse évincer l'Ukraine de Kirsk une fois pour toutes. Quand cela arrive, l'Ukraine perd un de ses principaux atouts de négociation. La Russie ne peut plus échanger des terres avec l'Ukraine, facilitant à Poutine d'exiger que tout cessez-le-feu soit conditionné par la conservation des terres conquises par la Russie. C'est une autre des nuances supposées que la Russie veut introduire dans le cessez-le-feu. En fait, Poutine ne cherche pas de réponse sur la situation territoriale. Il retarde le cessez-le-feu jusqu'à ce que la Russie soit en position de force, empêchant l'Ukraine de négocier. Et si l'Ukraine ne peut pas négocier, elle ne va accepter aucune forme de paix que Poutine propose. Cela fonctionne aussi pour Poutine. Il peut prétendre qu'il a essayé et que l'Ukraine n'a pas accepté. Ainsi, la Russie est forcée de continuer à faire la guerre parce que l'Ukraine insiste tellement sur son droit d'exister. Tout cela renvoie à la vision déformée de Poutine de ce qu'est l'Ukraine. Poutine a également révélé autre chose en refusant de signer le cessez-le-feu tel qu'il est. Il refuse de laisser l'Ukraine se réorganiser. C'est ce qu'il croit qu'il ferait s'il acceptait de cesser de se battre pendant 30 jours. Poutine l'a clarifié en remettant en question la signification du cessez-le-feu. Si nous arrêtons les actions militaires pendant 30 jours, qu'est-ce que cela signifie ? Poutine a demandé « Est-ce que tout le monde qui est là quittera la bataille ?» Poutine sait probablement que ce n'est pas vrai. Il est probable que les forces ukrainiennes et russes camperaient là où elles se trouvent, sur les lignes de front, sans réellement se battre l'une contre l'autre. Ce qu'il veut dire, c'est que 30 jours donnent également à l'Ukraine la possibilité de renforcer les lieux que la Russie attaque actuellement. Ce sont 30 jours pendant lesquels l'Ukraine peut préparer des défenses, déplacer des armes et des soldats vers les régions sur lesquelles la Russie se concentre, et peut-être même préparer des contre-attaques. Cela ne fonctionne pas pour Poutine. Après tout, il croit que la Russie a l'avantage, et avec cela vient l'élan. Au-delà de Kirk, Poutine dit que la Russie progresse dans pratiquement tous les domaines. Bien que ce soit techniquement vrai, le rythme d'avancement est si lent que la guerre semble être dans une impasse. Poutine estime que tout cessez-le-feu devrait garantir que l'Ukraine ne puisse pas l'utiliser pour se regrouper et se réarmer.
Comment être sûr que de telles choses ne seront pas permises ? A demandé Poutine. C'est une fausse question. La Russie saisira certainement l'occasion de se réarmer et de se regrouper pendant les 30 jours. Son attente que l'Ukraine s'arrête complètement n'est pas reflétée par ses propres intentions. Encore une fois, tout se résume à la démilitarisation. Poutine pose ces questions parce qu'il sait que l'aide américaine à l'Ukraine a repris. Il est conscient que l'Europe poursuit son soutien. Et même sans tout cela, il sait que l'Ukraine ne va pas se désarmer dans le cadre du cessez-le-feu. Comme pour la question des causes profondes, Poutine propose une impossibilité pour faire croire qu'il envisage le cessez-le-feu, alors qu'il ne le fait pas vraiment. Et il n'acceptera jamais un cessez-le-feu équitable pour l'Ukraine. Ce n'est pas seulement pour les raisons mentionnées, malgré leur importance. Poutine ne s'arrêtera pas car il pense que l'Ukraine ne devrait pas exister, avoir d'armée, ni le temps de se regrouper. Mais la véritable sombre vérité derrière le refus de Poutine de cesser le feu pourrait être bien plus simple. Il ne peut pas se permettre d'arrêter la guerre en Ukraine. Selon un article du Télégraphe du 2 mars, Poutine jouait Donald Trump en prétendant vouloir la paix, tout en soulignant les problèmes économiques de la Russie. Le média affirme que l'économie russe craque déjà sous le poids de la guerre. Les pénuries de main-d'œuvre sont fréquentes en Russie. Les sanctions restreignent graduellement la capacité de la Russie à générer des revenus commerciaux. Ajoutez à cela une inflation élevée et des taux d'intérêt records, dit le Télégraphe, et vous obtenez une nation au bord du désastre financier. La seule chose qui évite ce désastre est précisément ce qui cause les problèmes économiques en premier lieu, la guerre en Ukraine. En 2025, Poutine consacrera 40 et 1% de toutes les dépenses gouvernementales à l'effort de guerre. Cela représente plus de 198 milliards de dollars, soit plus de 4 fois le budget militaire de la Russie en 2019. La Russie a maintenant une économie de guerre qui représente entre 8 et 10% du produit intérieur brut du pays, ou produit intérieur brut. Ce chiffre est fou, souligne Alexander Kolyanda du Centre d'analyse de la politique européenne. Pour un pays qui mène la guerre non pas sur son propre sol, c'est beaucoup, dit-il au Télégraphe. L'économie de guerre donne une image trompeuse de la puissance économique réelle de la Russie. En 2024, le produit intérieur brut réel de la Russie a augmenté de 3,6%. La Russie devance ainsi de nombreuses autres grandes nations européennes, dont le Royaume-Uni. L'agence de statistiques du Kremlin, Rosstat, indique également que les salaires réels en Russie ont augmenté de 9,4% en 2024. Ces chiffres dépeignent un tableau de croissance économique, mais la réalité est bien différente. D'après Alexandre Prokopenko, chercheur sur la Russie et l'Eurasie, en 2024 seule l'industrie manufacturière, dont la défense, a connu une croissance. C'est là que se trouve le problème économique de Poutine. Un cessez-le-feu de 30 jours ne mettra pas fin au complexe militaro-industriel qu'il a créé en Russie. Néanmoins, ce cessez-le-feu pourrait permettre de futurs pourparlers de paix, freinant l'économie de guerre créée par le leader russe. Poutine ne veut pas de ça. Il ne peut pas négocier une paix sans que la Russie ne revendique toute l'Ukraine, ce qui signifierait aussi obtenir l'accès aux précieux minéraux mentionnés plus tôt. Il fait donc traîner le cessez-le-feu. Pire, il pose des questions auxquelles il connaît déjà les réponses. Tout ce qu'il veut d'un cessez-le-feu rapproche finalement l'Ukraine de sa défaite face à la Russie. Naturellement, l'Ukraine ne va pas accepter. Cela implique que Poutine finira par obtenir ce qu'il souhaite, une guerre sans fin apparente. Mais que pensez-vous des réponses de Poutine au cessez-le-feu de 30 jours proposé par l'Ukraine et les États-Unis ? Y a-t-il une chance qu'il puisse accepter ? Ou Poutine craint-il plus un cessez-le-feu que la guerre qu'il a commencée ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour toutes les dernières nouvelles sur les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie, ainsi que sur les conflits en cours et les actualités militaires du monde entier. Nous sommes une source véritablement indépendante qui s'efforce de vous apporter les informations les plus précises et les plus récentes possibles, et nous apprécions sincèrement votre soutien.